Bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. On est ensemble jusqu'à 19 h. Dans une vingtaine de minutes, vous répondrez aux questions d'Anna Cabana du Point. Et puis Laurent Neumann de RMC et de BRFM TV viendra pour ce qu'on appelle ici l'after RMC, c'est-à-dire vous proposera de revenir sur les propos que vous avez tenus et qui méritent éclaircissement. Mais je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, dans l'actualité de la soirée. Deux noms émergent de cette actualité, celui de Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, celui de François Fillon, un ancien Premier ministre. Ils ont déjeuné ensemble le 24 juin, selon deux de nos confrères du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. À l'occasion de ce déjeuner, François Fillon aurait demandé au secrétaire général de l'Élysée d'intervenir pour accélérer des procédures judiciaires en cours à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que visiblement à l'Élysée, ils ont le talent pour se mettre dedans et pas savoir comment s'en sortir, puisque visiblement Jouyet est en train de revenir sur ses déclarations. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, même si je crois que les journalistes qui ont fait cette enquête ont bonne réputation, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas ce qui s'y est dit. Ce qui est notable, c'est que M. Jouyet était ministre de Fillon, secrétaire ensuite à l'Élysée nommé par Hollande, donc ça veut dire qu'on peut être un ministre d'ouverture de gauche, un secrétaire de fermeture pour la gauche dans un autre contexte. Ça en dit long sur la classe politique telle qu'elle fonctionne et sur le fait qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui qui font plus la différence entre la gauche et la droite. Une absence de vraie conviction? De conviction, j'en sais rien, mais c'est la politique business. Voilà, et en effet, c'est le vrai problème, parce que cette affaire, au fond, c'est simplement l'arbre qui cache la forêt. Vous savez, il y a un vieux dicton chinois, je crois, qui dit que quand le sage monte la lune, l'imbécile regarde son doigt. Je crois qu'il faut regarder le principal, et le principal, c'est qu'au-delà de cette affaire, qui est une illustration probablement supplémentaire, on a une représentation politique qui est complètement discréditée, qui est complètement disqualifiée, qui est complètement carbonisée. Pourquoi? Parce que la politique est un métier, c'est-à-dire qu'il y en a qui sortent des grandes écoles, et j'ai rien contre les grandes écoles, mais qui vont sortir des grandes écoles en attrapant un mandat et qui vont vivre au cours de toute leur vie entière avec des mandats copieusement rémunérés et qui finalement vont décider pour nos vies alors qu'ils la connaissent pratiquement même pas pour la plupart d'entre eux. Donc il y a des mesures concrètes pour s'opposer à ça. Il ne faudrait pas simplement interdire le cumul des mandats, il faudrait organiser la rotation des mandats, c'est-à-dire par exemple instituer le fait qu'on ne fasse pas plus de 2 mandats au cours de sa vie, ensuite on retourne au boulot. Il faudrait pouvoir révoquer ses élus quand on pense que le mandat n'est pas tenu. Alors après, on peut discuter de la proportion, du chiffre, mais on peut estimer que sur, je sais pas, un tiers d'une circonscription décide par voie de pétition d'organiser un nouveau suffrage. Et puis, là, c'est un peu un tabou en politique, il faudrait pouvoir plafonner la rémunération des élus. Quand on est élu, on a un mandat, il faut faire, je dirais, son mandat avec le temps nécessaire. Ça existe déjà dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, comme vous dites, tout est dans le certain. Le problème, c'est que par exemple, il n'y a pas de raison, pour nous en tous les cas, que ceux qui sont censés nous représenter gagnent plus d'argent que la majorité de la population. Il n'y a pas d'argent qui représente plus, qui gagne plus d'argent que ceux qui sont censés représenter, donc, par exemple, autour du salaire moyen de la majorité de la population. Jean-Pierre Jouyet, lui, n'est pas un élu, il est le secrétaire général de l'Élysée, donc il a été nommé à ce poste par le président de la République, c'est pas un poste d'élu. S'il a menti ou s'il est intervenu auprès de la justice pour s'enquérir d'une affaire, voire pousser à l'accélération d'une affaire, est-ce que vous dites ce soir que le secrétaire général de l'Élysée doit démissionner? Franchement, j'en sais rien. Et c'est pas vraiment mon sujet. L'avenir personnel de M. Jouyet m'intéresse à peu près autant que l'avenir de Nabila en ce moment, parce que ça fait aussi la une de l'actualité. Mon problème, il est plus général, c'est qu'on a des secrétaires un peu partout, et il y a un problème de transparence, il y a un problème de contrôle démocratique. C'est pour ça que j'essaye d'élargir le propos, parce qu'au-delà des affaires, les unes derrière les autres, la question c'est de savoir si on essaye d'inventer une nouvelle représentation politique. Or, pour être très franc, tant qu'on pourra faire carrière en politique, parce que ce sera un métier, il y aura des carriéristes. Et donc c'est à cette question-là qu'il faut s'attaquer, et nous on propose de déprofessionnaliser la politique, c'est-à-dire faire en sorte que ceux et celles qui ressemblent à la majorité de la population décident pour eux-mêmes, parce que finalement on est les mieux placés pour estimer nos propres besoins. Sur tous ces sujets-là aujourd'hui, entre François Fillon qui a été pendant 5 ans un Premier ministre de droite et François Hollande qui est aujourd'hui un président de gauche, même si je pense que vous allez contester cette caractérisation, mais il n'y a plus aucune différence pour vous? Oui, pour moi, dans la réalité des faits, des politiques telles qu'elles sont nées, mais là maintenant je ne suis plus le seul à le penser, et puis il n'y a pas que le NPA pour le penser, il y a des millions de personnes qui le pensent, avec un élément en particulier, c'est quand les gens font plus la différence entre la gauche et la droite, c'est pas parce que Sarkozy aurait fait une politique de gauche quand il est au pouvoir, sinon on l'aurait vu venir. C'est parce que tout le monde fait une politique de droite. C'est parce que, pas tout le monde, mais cette gauche-là,
Quand elle arrive au pouvoir, elle mène une politique de droite. Et c'est ça aussi qu'ouvre un boulevard au Front National, parce que ça légitime les idées de droite. Et nous, on a un autre problème à gauche, et là, c'est là où la discussion commence, notamment en termes d'alternatives politiques. En tous les cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Il y a beaucoup de choses à réinventer, mais il y a en tous les cas un programme d'urgence à défendre, parce que ça, c'est l'écume des jours. Mais la réalité, c'est les licenciements qui continuent. Il y a eu des images terribles qu'on a vues, les salariés de GAD, qui étaient obligés finalement de choisir une file à gauche, une file à droite entre ceux qui étaient gardés et ceux qui l'étaient pas. Il y a aussi des résistances face aux licenciements. Je pense par exemple aux salariés de Moulin-Morel, par exemple, à Marseille. Ils sont une quarantaine à occuper leur site depuis maintenant un an, à jouer au chat à la souris avec les forces de l'ordre qui cherchent à les déplacer. C'est une usine qui fabrique de la farine et qui se retrouve sur le carreau, alors que c'est un secteur qui se porte plutôt bien. Donc là, typiquement, on pourrait avoir une loi d'interdiction des licenciements. On pourrait imaginer aussi, par exemple, plutôt que de nous demander de travailler de plus en plus longtemps à l'intérieur des entreprises pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot, de travailler moins. Nous, on appelle ça le partage du temps de travail, et ça passe par une réduction du temps de travail. On va revenir à tout ça, et notamment à la pratique du pouvoir de François Hollande depuis qu'il est à l'Élysée, puisqu'il vient de marquer, si l'on peut dire, sa mi-mandat il y a quelques jours. Je voudrais qu'on reparle avec vous d'abord des manifestations qui ont évidemment été la conséquence de cette disparition tragique de Rémi Fraisse. Il y a eu de nouvelles manifestations hier. Il y en a eu à Rennes, elle a été interdite, mais elle s'est tenue quand même. Il y en a eu à Toulouse, une vingtaine d'interpellations, 17 gardes à vue qui ont été maintenus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça continue, ces violences, d'après vous, après une telle tragédie, et à qui la faute? Parler des violences policières, j'imagine. Parce que pour les manifestations... Il n'y a aucune violence chez les manifestants pour vous? Elles sont toutes d'un seul côté? Là, vous avez cité Rennes, vous auriez pu parler de Paris, les manifestations sont très bien passées. À Paris, par exemple... Pas le cas à Toulouse, en revanche. À Toulouse, parlons de Toulouse. Toulouse, la manifestation a été interdite, d'accord? Comme à Rennes, oui. Il y a eu un parcours de substitution qui a été autorisé par la préfecture. Or, il y a une souricière qui a été tendue, et je l'affirme ce soir, par les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'à mi-parcours, on a entouré les manifestants en leur empêchant de partir, et on les a aspergés de gaz lacrymogène. Et ça, évidemment, ça crée des tensions. Énormément de tensions. Et donc, je dénonce une nouvelle fois ce soir la répression policière. Je réclame la libération de ceux qui sont actuellement en garde à vue. Il en reste 17 ou 18. Je ne sais pas, on n'a pas forcément le même chiffre, mais en tous les cas, il y en a qui sont encore en garde à vue actuellement. Et c'est un message plus général. C'est qu'il y a une tous les torts sont du côté de la police. Il n'y a pas un manifestant, il n'y a pas un casseur du côté des manifestants, il n'y a pas de gens violents chez les manifestants. Il y a des manifestants qui utilisent la violence. Voilà, nous, au NPA, c'est pas notre forme d'action. Et vous les condamnez? Mais simplement, oui, non, mais moi, je suis quelqu'un de concret. Moi, je condamne les morts. Tout le monde condamne les morts. Oui, mais je ne mets pas à pied d'égalité. Pardon. Quand il y a la mort d'un jeune homme... C'est pas la question que je vous pose. Tout le monde est d'accord pour dire que la mort d'un jeune homme est une effroyable tragédie. La question, c'est est-ce que lorsqu'il y a des violences du côté des casseurs, vous les condamnez de la même manière qu'on condamne les violences policières? Ce que je condamne, c'est la mort d'un jeune de 21 ans. Mais tout le monde condamne ça. Comment ne peut-on pas déplorer la mort d'un jeune de 21 ans? Le problème, c'est ce que ça implique derrière. Moi, j'estime, que le gouvernement ne condamne pas la mort de Rémi Fraisse, au-delà des mots. Dans le traitement politique qu'on ait fait. On est en train de dire quoi, monsieur? Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce traitement politique? C'est un traitement où aujourd'hui on essaie de clore un chapitre sur la thèse finalement de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire que Rémi Fraisse, je reprends les mots de la gendarmerie nationale, serait mort dans un tragique concours de circonstances. Rémi Fraisse... Il y a une enquête en cours pour l'instant, on n'en connaît pas le résultat. Mais vous avez vu ce qui est sorti, y compris dans la presse, du côté de Mediapart. Visiblement, du point de vue de l'enquête, la gendarmerie savait immédiatement qu'il y avait eu un décès, a immédiatement fait une relation entre ce décès et l'utilisation d'une grenade offensive. 2 heures après, le premier examen médico-légal confirme cette thèse-là, et pendant 48 heures, le gouvernement fait des va-et-vient permanents. Et je maintiens que Rémi Fraisse n'est pas mort de rien, il n'est pas mort pour rien, il y a une chaîne de responsabilité à établir, et c'est pour ça qu'il y a de la révolte aujourd'hui, et cette révolte est légitime. Ça veut dire qu'il y a un gendarme qui a utilisé cette grenade, avec un ordre, parce qu'il a reçu un ordre pour le faire. Sans ordre, il n'aurait pas pu le faire. Que les gardes mobiles qui étaient présents n'auraient pas pu être présents sur le site en utilisant ces armes-là s'il n'avait pas eu un ordre de la préfecture. Et la préfecture l'a fait. Il y a une enquête en cours, Olivier Besancenot. À la télévision jeudi soir, précisément lorsqu'il parlait de son mi-mandat, François Hollande a dit toute la vérité sera faite sur cette affaire, et il a dit on aura les résultats de l'enquête dans 8 jours, et naturellement dans 8 jours, ils seront rendus publics. Vous n'avez pas confiance en ce processus? Vous pensez que cette enquête sera truquée, tronquée? Non, je ne vais pas parler de ça pour l'instant. Je juge sur les faits et les annonces qui sont effectuées. Mais vous tirez des conclusions. Je vous repose la question à vous, mais à travers vous, je la pose au gouvernement. Comment se fait-il, alors qu'on a connaissance des faits au bout de quelques heures,
que pendant 48 heures, on dise au pays, on ne sait rien. Alors oui, monsieur, il y a des manifestations qui continueront, pas simplement contre la répression policière, mais aussi contre le barrage de Sivins et contre les projets inutiles de façon plus générale, Notre-Dame-des-Landes, le plateau des Mille Vaches, pardon, où là aussi il y a eu la répression syndicale dans un autre registre qui est celui de la Confédération paysanne. Ces mobilisations vont continuer. Donc le seul moyen de rester à Rémi Fraisse, les Fraisse sont établis par l'enquête, qui a été demandée, tout de suite par le gouvernement, et une enquête à laquelle vous ne faites pas confiance? Non, je vous redis que le problème, il n'est pas que judiciaire, c'est ça que j'ai essayé de souligner, alors peut-être maladroitement, peut-être qu'on ne s'est pas compris, mais politiquement. Quand je parle de chaîne de responsabilité, je vous dis que le gouvernement a une part de responsabilité. Et c'est pas possible de dire, que Rémi Fraisse est mort de rien, c'est pas possible que le gouvernement... Si, quand on dit qu'il est mort dans un tragique concours de circonstances, pour moi, c'est ce que ça dit. C'est une question d'interprétation, mais permettez que ce soit mon interprétation. Deuxièmement, il y a une responsabilité politique. Troisièmement, il y a un débat public plus général sur l'utilité. Alors, vous savez, c'est très à la mode en ce moment, les tabous. Là, tout le monde, dès qu'on veut parler de mesures libérales, on dit il y a des tabous en France. Pourtant, c'est les mêmes qu'on nous balance depuis 30 ans. Mais il y a un tabou en France. C'est parler, essayer d'en parler calmement, des pratiques policières qui se font sur la base de choix politiques. Oui, on réclame par exemple une commission d'enquête publique, concrète, c'est une proposition concrète, sur ces armes soi-disant non létales qui peuvent provoquer la mort. Je pense aux grenades offensives, je pense aux pistolets taser, je pense aux flashballs et je pense, y compris de façon plus générale, à des pratiques policières qui dépassent même l'armement d'ailleurs. Est-ce que la manière sereine de conduire un débat comme celui-là, c'est de dénoncer avec les mots que vous employez, qui sont parfois très durs. Enfin, je veux dire, la France de François Hollande en 2014, c'est pas le Chili de Pinochet. Il faut quand même pas exagérer, quoi. Voilà, c'est des mots que vous me faites tenir que j'ai pas tenu. Mais vous savez, chacun voit midi à sa porte. Vous savez, par exemple, quand il y a des agriculteurs qui font brûler un centre des finances publiques à Morlaix, la FNSEA, pour pas la nommer, tient des propos de soutien à ceux qui ont brûlé le centre des finances. J'entends pas la classe politique s'émouvoir de tels propos. Donc c'est marrant parce que c'est toujours dans certains domaines systématiques. Et je vous dis qu'il y a une réalité en France, et ça va d'ailleurs au-delà des manifestants. On pourrait parler de Ziad Ebouna, de Mouchini Larami, on pourrait parler de l'affaire Aliziri à Argenteuil. Il y a de nombreux cas comme ça où il y a une volonté de transparence qui pour moi est légitime. Et donc du coup, oui, au NPA, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, y compris les pratiques policières. On en a parlé la dernière fois, des policiers qui se déguisent en casseurs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça se discute? Alors sur ces policiers qui se déguisent en casseurs, vous êtes venu effectivement sur BFM TV, vous avez montré des photos, propos diffamatoires, fausses informations, vous a répondu le patron de la police rennoise. Vous êtes de Rennes, et je dois faire mon mea culpa. Je dois faire mon mea culpa, c'est-à-dire qu'en montrant ces photos, je ne me suis pas trompé en disant que les manifestants n'étaient pas... que les casseurs qu'on voit n'étaient pas des manifestants. Je ne me suis pas trompé non plus en disant que les casseurs qu'on voit là derrière vous, dans la photo, n'est pas des militants d'extrême gauche. Je ne me suis pas trompé non plus en disant que c'était des policiers. J'ai fait une grosse erreur, j'ai dit que c'était à Rennes, alors que c'était à Nantes. Mais c'est notre côté, vous savez, au NPA, en plus de tous nos défauts, on est pour la Bretagne réunifiée. Donc voilà, on a fait une petite erreur de parcours, mais je maintiens mes propos. Et donc je repose la question, et je la pose à tous, est-ce que c'est normal, justifiable, qu'on puisse avoir, les photos parlent d'elles-mêmes, des policiers qui se déguisent en casseurs. Alors parlons de la suite de ce que nous a dit François Hollande jeudi soir. Il n'a pas seulement parlé des conséquences à tirer de ces manifestations, il a aussi parlé de la situation économique et sociale. Il a proposé un certain nombre de mesures nouvelles, un nouveau contrat aidé pour les chômeurs de plus de 60 ans, 15 000 emplois d'avenir nouveaux dans le cadre de cette loi de transition énergétique, ou encore une nouvelle baisse des charges en 2017 avec la transformation du CICE et la fin des hausses d'impôts. Alors j'imagine bien que la baisse des charges, ce n'est pas forcément ce qui va vous séduire, mais y a-t-il quelque chose à prendre de votre point de vue dans ce qui a été annoncé jeudi soir? Non, malheureusement rien, puisqu'en gros il persiste et il signe à dire voilà, la seule grande nouvelle c'est qu'il nous dit qu'il va essayer de tenir jusqu'au bout. En essayant de mettre de côté la crise politique, il le rattrape systématiquement, on en a parlé tout à l'heure au début de l'émission. La question, la baisse des charges, ça m'amuse beaucoup ce terme, parce que pour nous c'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Et il faut savoir que les cotisations sociales c'est une partie de notre salaire. Notre salaire n'est pas que le salaire net, ce qui rentre dans la poche de chacun et de chacune, c'est aussi un salaire socialisé, fait de cotisations sociales avec une part employeur, une part employée, et le grand engagement, et ça c'est une première, le MEDEF n'y croyait même pas en réalité, que ça se fasse sous un gouvernement PS, c'est dire qu'on va mettre fin aux cotisations familiales, qui ont la spécificité d'être une cotisation 100% payée par les patrons. Or, moi il y a quelque chose, vous savez, je suis assez pragmatique, que je ne comprends pas. On vous explique et on nous culpabilise du matin jusqu'au soir à nous expliquer qu'il y a des déficits partout, et qu'il y a un déficit notamment dans la sécurité sociale, et puis on nous dit, écoutez, il y a un déficit, vous savez quoi? On va le creuser encore.
Parce qu'on va encore exonérer de cotisations sociales. La réalité, c'est que quand on additionne les exonérations de cotisations sociales et puis les abattements en tout genre, on arrive à 50 milliards d'euros. Et même des mesures de traitement social du chômage supplémentaires, vous ne représentent rien de votre point de vue. Mais c'est largement en deçà de ce qu'il faudrait faire. D'abord, mais est-ce que ça va dans le bon sens au moins? Non, on va dans le mauvais sens, on va dans le mur et on va vers plus d'injustice. Puisque là, on est en train de creuser la tombe de la sécurité sociale. De fait, c'est ça qu'on est en train d'effectuer. Il faut savoir que la sécurité sociale, parce qu'il y a des générations entières qui se sont battues pour ça, était financée par les cotisations sociales avec le système que j'étais en train de vous expliquer, parce qu'en filigrane, derrière, il y a la possibilité pour les cotisants de contrôler leur propre système de sécurité sociale. Et d'ailleurs, il y a encore quelques années, il y avait des élections pour élire nos représentants à la cotisation au système de sécurité sociale. Il y a un autre système anglo-saxon, qui est celui de la fiscalité, et qui passe par l'État. Et là, on est en train de faire la bascule aujourd'hui. Donc, on creuse le déficit de la sécurité sociale. Vous savez, on dit souvent, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ça fera le bonheur de beaucoup d'assureurs qui attendent ça, puisque le budget de la Sécu est supérieur 1,5 fois à celui de l'État. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et puis, dans le même temps, on pourrait quand même constater l'inefficacité du point de vue de l'emploi de ces politiques, puisque depuis le début des années 90, on n'arrête pas de nous dire... c'est sûr que les politiques de l'emploi ne sont pas efficaces. Je pense non, que mais chacun peut en je parle que de celle-ci. Oui. C'est-à-dire que ce qui consiste à dire le coût du travail est trop fort en France, il faut se débarrasser des charges, comme vous le dites, ou il faut rendre plus compétitives les entreprises. C'est pas moi qui le dis, c'est le président qui le propose. Oui, absolument. Mais vous reprenez ses propos, donc je ne sais pas ce que vous en pensez après tout. Mais en tous les cas, cette politique aujourd'hui, c'est le non-compétitivité, mais au début des années 90, ça s'appelait différemment. Ce que je peux constater, c'est que les entreprises, est-ce qu'elles créent plus d'emplois? Non, parce que le bilan de mi-mandat d'Hollande, c'est un chiffre pour moi, pas 36 000, parce que de toute façon, il y aurait trop à faire. C'est 1 demi-million de chômeurs en plus. 500 000 bonnes raisons d'être révolté quand on a le cœur à gauche contre ce gouvernement et du coup d'aller manifester le 15 novembre. J'allais y venir justement. Alors, vous appelez à manifester le 15 novembre. C'est pas la première fois que vous appelez à manifester depuis que François Hollande est président de la République. Non. On peut pas dire que les fois précédentes ça a été un succès formidable. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça va marcher cette fois-ci? En êtes-vous si sûr? En êtes-vous si sûr? On a fait, nous, le calcul. Il y a eu des manifestations de la gauche syndicale et de la gauche politique qui a rassemblé parfois plus de monde sur des questions comme les retraites, sur des questions de l'accord compétitivité, plus de monde que certaines manifestations qui ont eu lieu aussi menées par la droite, l'ultra-droite, voire l'extrême droite. Bizarrement, me demandez pas pourquoi, il se trouve que les manifestants de droite ont plus de succès auprès du gouvernement que les manifestants de gauche. Donc, on a eu aussi des victoires, des mobilisations sociales, locales ou nationales qui continueront sur des questions d'écologie, sur des questions sociales. De votre point de vue, ça marche. Mais de toute façon, c'est nécessaire. Quand bien même ça ne marcherait pas tout de suite maintenant, il faut le faire. Parce que si on laisse le pavé à d'autres, ça pèsera sur la paire de forces. Je vous arrête parce qu'il y a beaucoup de gens en colère en France aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui manifestent et je voudrais vous en faire écouter un en particulier. Il y a un patron de PME qui se suicide tous les 2 jours. Les trésoreries sont à sec, les défaillances d'entreprises sont au plus bas et le gouvernement, pratiquement chaque jour, rajoute une petite taxe par là, une mesure de complexité par là. Donc il y a un vrai ras-le-bol, il y a un vrai sentiment de colère. Donc il y aura, au début décembre, une semaine de manifestations au sens large, pas forcément des manifestations de rue, pour dire on n'en peut plus. Voilà, les patrons n'en peuvent plus et ils vont manifester. Oui, j'entends ça. Ils connaissent pas les PME ou EDF. Les vraies petites entreprises, les artisans et tout ça, ils les connaissent pas, d'après moi. C'est dommage que certains artisans se laissent représenter par le MEDEF, en tous les cas, je le pense. La souffrance... Mais des patrons qui n'en peuvent plus, il y en a en France. Non, vous êtes d'accord avec ça ou pas? D'employeurs qui ont 2 ou 3 salariés et qui n'arrivent plus à s'en sortir, ouais, on en connaît, on en a même dans nos réunions publiques. Mais pardon de le dire, là aussi, c'est une grande mystification. PME, ça veut dire quoi en France? On met à pied d'égalité quelqu'un qui a 3 salariés avec un qui va en avoir 499. Je peux déjà vous dire que la réalité n'est pas la même entre ces 2 entreprises-là. Et puis je vais vous dire autre chose. Vous nous dites quoi? Alors qu'à 3 salariés, on est un bon patron et à 499 un mauvais? Non, je ne crois pas avoir dit ça, mais vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre. Non, mais de toute façon, des bons ou des mauvais patrons, vous n'allez pas me demander de faire le tri sélectif. Je pense que ça sera un peu déplacé, mais vous pouvez comprendre que la réalité de l'entreprise n'est pas la même. Mieux encore, la réalité des petites entreprises aujourd'hui dans ce pays, c'est qu'elles dépendent, dans l'ultra-majorité des cas, d'une grande entreprise. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas accès au marché, elles n'ont pas accès aux consommateurs, à vous et à moi. Elles ont accès à un donneur d'ordre, qui est souvent un donneur d'ordre unique. Donc nous, quand on réclame l'interdiction des licenciements, quand on réclame l'augmentation des salaires, parce qu'il y en a qui se mobilisent actuellement pour les salaires, il y en a même qui ont gagné, c'est les salariés de Royal Monceau par exemple, on est pour responsabiliser financièrement les grandes entreprises qui font la loi sur les plus petites, parce que la jungle capitaliste, monsieur, je vais vous dire, c'est même ça, c'est que les plus grosses entreprises bouffent les plus petites.
Bonsoir Anna. Bonsoir Thierry, bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. Alors moi j'ai envie de commencer par vous parler de François Hollande. On sait que François Hollande c'est pas exactement votre tasse de thé, que ça l'a jamais été. Et j'ai envie qu'on réécoute, qu'on vous réécoute au micro de Jean-Jacques Bourdin. C'était le 26 mars 2012. Et finalement votre manque d'enthousiasme vous a même conduit ce jour-là à faire un très joli lapsus. On écoute. Merde. Second tour, Hollande, Sarkozy, vous faites quoi? Moi, je bats Nicolas Sarkozy. Vous voterez François Hollande? Je battrai Nicolas Sarkozy. Non, attendez. Pourquoi? Vous voterez François Hollande ou pas? Non, je voterai Nicolas Sarkozy. Contre Nicolas Sarkozy. Attendez. Alors, sortez des dossiers, c'est pas bien ça. Ouais, j'ai eu du mal à le dire, vous voyez. Il y avait peut-être une raison politique à ça. Et il y en avait vraiment une. Oui, c'est quoi? C'est que c'est une gauche trop molle pour vous? Non, c'est que nous, on a utilisé le vote Hollande en expliquant dès le départ, contrairement à d'autres, que c'était uniquement en effet pour se débarrasser de la politique de Sarkozy et qu'il fallait organiser la riposte contre le gouvernement Hollande dès le début. Et je pense que malheureusement, du côté de la gauche non gouvernementale aujourd'hui, il y en a qui ont perdu beaucoup trop de temps et c'est pour ça que le 15 novembre, ce sera aussi l'occasion de retrouver d'autres forces politiques qui, de fait, au bout de la mi-mandat, se sont retrouvées à devoir se cartonner régulièrement contre la politique du gouvernement. Alors on a retrouvé des images de vous sur la même estrade que François Hollande. C'était à la Fête de l'Humanité le 15 septembre 2007. Et on écoute ce que lui a dit de vous ce jour-là. Et si on commence, je te le dis Olivier, à dire qu'il y a une gauche qui serait plus pure, qui serait plus révolutionnaire, qu'il y a une autre gauche qui serait plus réaliste, plus responsable, on n'y arrivera pas. Bah alors il dit on n'y arrivera pas, mais vous continuez de dire, rassurez-nous Olivier Besancenot ce soir, que vous incarnez une gauche plus pure que François Hollande. Je ne sais pas si elle est plus pure, moi je me souviens comme il était bien accueilli à la Fête de l'Humain déjà, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un petit décalage. Donc nous on continue à penser, oui, qu'il y a des orientations. Néanmoins, là aussi, c'est rentré dans les faits. Il y a deux grands types d'orientation politique à gauche. Il y en a une qui consiste à s'accommoder de l'économie de marché. Voilà, et c'est ce que défend le Parti socialiste. Et la logique de tout ça, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, les gens font plus la différence entre la gauche et la droite. Et il y en a une qui pense qu'il faut sortir de l'économie de marché. Défendre un plan de mesures d'urgence immédiat sur des questions sociales, écologiques, démocratiques. Pas avoir peur de rentrer dans des explications frontales. Et on l'avait déjà à l'époque, je pense par exemple à la question de l'endettement public. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les déficits publics, c'est devenu un business, un marché extrêmement lucratif qui permet de spéculer dessus. Donc, tant qu'il y aura des fonds qui pourront spéculer sur les déficits publics, je veux dire, il y aura des déficits publics et puis il y aura des dettes publiques. En même temps, il y a une dette, il faut bien la chercher quelque part. Mais... justement, on pourrait peut-être en parler. Et déjà, à l'époque, je me souviens qu'on avait un échange très clair avec Hollande et le Parti socialiste qui expliquait comme la droite que l'État vit au-dessus de ses moyens. Ben, je vais vous dire, l'État ne vit pas au-dessus de ses moyens. Il est faux de dire que l'État dépense plus aujourd'hui qu'au début des années 80. Il a quand même 2000 milliards de dettes, oui, mais il faut savoir d'où ils viennent. Il faut rentrer dans le détail, parce que c'est important. Quand on a 2000 milliards de dettes, on vit un peu au-dessus de ses moyens. Non, mais vous savez, il y a une différence entre ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui nous écoutent, parce qu'en effet, les crédits, on sait ce que c'est, et puis l'État. L'État a une différence par rapport aux ménages. C'est que l'État fixe à la fin de chaque mois ce qu'il gagne par la fiscalité ou ce qu'il ne gagne pas. Et en l'occurrence, la part des dépenses publiques dans le budget de l'État est resté stable depuis le début des années 80, ce qui explique les déficits, et vous avez raison, ce sont les recettes de l'État qui ont diminué de 22% à 17%. Non, c'est important parce que je suis en train de vous dire que par une décision politique, parce que c'est pas tombé du ciel, l'État décide chaque année de se priver toujours plus d'argent en défiscalisant les plus riches et surtout les entreprises, et notamment les plus grandes entreprises, pour faire de l'emploi avec quel succès? On pourrait avoir un long débat là-dessus en vous disant par exemple que pour que la fiscalité et les rentrées fiscales augmentent, il faut que l'économie fonctionne et qu'il y ait de la croissance. Mais moi je voulais revenir sur... Oui, vous avez quand même un petit avis sur la question. Vous me lancez et puis vous dites comme ça, on ne va pas en parler. Bah si, parlons-en. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Écoutez, quand il y a plus de croissance, il y a plus de rentrées fiscales. Ça, je suis sûr. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la situation d'austérité, alors je ne vais pas utiliser le mot parce que ça va faire polémique, oublions, mais quand on demande à des millions de personnes de serrer toujours plus la ceinture, ça fait quoi? Ça fait des millions de personnes qui n'ont plus les moyens de consommer. Et ça fait quoi? Ça aggrave la récession économique. Plus d'impôts et moins de croissance, ça peut effectivement... Non, mais le problème, c'est pas plus de moins d'impôts. C'est quel type de fiscalité? Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pleurnichards, oui, en France, et je vais vous dire lesquels. Les ultra privilégiés, un tout petit pourcent de la population. Et quand on regarde des travaux, alors lui, il n'a pas été prix Nobel d'économie, mais de Piketty, par exemple, il y avait des enquêtes très sérieuses qui expliquaient que... c'est très bien vendu, cela dit. Oui, c'est ce que je suis en train de... Mais attendez, je suis en train de vous expliquer que, par exemple, Piketty expliquait que les 0,01% de la population en France paye en proportion moins d'impôts que la majorité de la population. Donc ceux-là sont des pleurnichards. Ceux-là, il faudra les taxer. Compte tenu de tout ce que vous venez de dire et de tout ce que vous nous avez dit jusqu'à présent sur le quinquennat de François Hollande, est-ce que vous vous voyez redire peut-être avec davantage de difficultés, mais enfin redire quand même en 2017 qu'il faut battre le candidat de la droite, si c'est à nouveau Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous le voyez tenir jusqu'en 2017, vous non.
Franchement, je pense que ça craquera avant et je souhaite que ça craque avant. Et craquer, c'est une explosion sociale, comme on en a connu dans ce pays. En tous les cas, quand on en a connu souvent quand la droite est au pouvoir. Et c'est là où ça commence à bugger un petit peu à gauche et dans le mouvement ouvrier, c'est que quand on a un gouvernement qui mène ce type de politique-là, je pense qu'on serait en droit d'attendre de l'ensemble des organisations syndicales, de l'ensemble des organisations politiques de prendre la responsabilité et de faire des mouvements comme on a connu au moment du CPE, qu'on avait gagné d'ailleurs, du contrat de première embauche, ou au moment des mouvements des retraites sous Sarkozy. Donc si on vous François comprend Hollande bien, ne voilà, finit pas son Hollande quinquennat. ne sera pas là en 2017. Je sais pas, je dis pas dans le marque de café, j'ai pas cette prétention-là, mais en tous les cas, je souhaite que ça craque avant. Ouais. Alors je vous propose un petit Qui retour en m'évitera de arrière. faire ensuite des jeux de mots. Des lapsus, Des lapsus, ambigus. Voilà. Donc un petit retour en arrière, c'est vous, c'était il y a plus de 13 ans, le 24 juin 2001, donc jeune facteur inconnu de 27 ans, vous venez tout juste d'être désigné candidat de la Ligue communiste révolutionnaire à l'élection présidentielle. On vous écoute et on vous regarde. Il ne s'agit pas du fabuleux destin d'Olivier Besancenot et que c'est pas mon métier et j'ai pas l'intention que ça le devienne de parler devant les caméras, donc vous serez indulgent avec moi, j'espère. Question 13 ans plus tard, pouvez nous le dire, on a quand même été indulgent avec vous, Olivier Besancenot. Oui, sûrement. Enfin, je ne veux pas me plaindre particulièrement de ça, mais c'est pas vraiment mon sujet. Voilà, c'était. On a commencé une aventure en 2002. On n'avait pas forcément prévu la suite. Voilà, mais en tous les cas, ça rentrait dans un contexte qui était un peu particulier. Il y avait un mouvement altermondialiste. Il y avait aussi une extrême gauche qui était plus forte à l'époque. Voilà, mais. Je continue à représenter les couleurs du NPA cette fois-ci. Oui, mais justement, vous, la politique vous a happé à ce moment-là. C'est-à-dire que vous êtes devenu un professionnel de la politique. Ah non. Oui, je sais bien que vous dites non, mais en fait, de facto, vous l'êtes, puisque vous avez non. été... Vous avez Comment été... dire Oui. Non, parce que derrière, depuis cette période-là, alors la seule chose qui a changé, c'est que maintenant on me connaît. Mais Ouais. moi, j'ai jamais cessé de travailler à la Ouais. Poste. J'y travaille encore aujourd'hui comme guichetier. Alors à temps partiel, à 70%, c'est vrai, mais j'ai jamais cessé de travailler. En tout et pour tout, depuis que je suis rentré à la Poste, j'ai passé un peu plus d'un an au Parlement européen. À l'époque, on en a eu à la Ligue communiste révolutionnaire pour Roselyne Vaqueta et Alain Krivine. On était plusieurs, voilà. Mais donc, je ne vis pas de ça. Et c'est la marque de fabrique du NPA. Il va falloir se le mettre dans la tête. C'est vrai pour Philippe Poutou, c'est vrai pour Christine Poupin. Ça veut dire que nous, et on essaye à travers notre expérience humble de véhiculer ce message-là à ceux qui nous écoutent. Moi, je connais les discussions dans mon immeuble, je connais les discussions au boulot, je connais les discussions dans les cafés. On est des millions à se dire, ils nous cassent la tête, c'est tous les mêmes. Alors, soit on continue à vouloir se laisser représenter par des politiciens qui ne veulent plus le faire, soit humblement on se représente nous-mêmes. Mais quand je dis que vous êtes devenu un professionnel, c'est qu'au fond, finalement, même le NPA, il n'arrive pas à vivre sans vous, parce que vous avez quitté votre rôle de porte-parole en 2011 en disant que, en vertu d'un argument qui était la personnalisation, vous trouvez qu'il y avait trop de personnalisation, on vous écoute et on y revient. Nous, au NPA, on a joué un peu trop de la personnalisation. C'est contradictoire avec ce qu'on revendique sur le fond. C'était donc sur BFM TV, mais en fait on a vu, donc après votre départ, le NPA a disparu progressivement des écrans radars médiatiques et vous êtes revenu, vous, sur le devant de la scène médiatique toujours, en mai 2014, en vous présentant aux Européennes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez échoué à partir ou que le NPA a échoué à vivre médiatiquement sans vous, ou les deux? Non, ça veut dire que l'histoire n'est pas tout à fait celle-là. C'est-à-dire que moi, j'ai renoncé à être une nouvelle fois candidat à l'élection présidentielle. Bien et sûr. j'ai expliqué à ce moment-là, alors peut-être que c'était un peu inaudible, mais que je continuerai mon activité militante, y compris de représentation publique, ce que j'ai jamais cessé de faire, y compris pour notre candidat Philippe Poutou, qui n'a pas disparu des radars médiatique au moment de la campagne notamment, et qui a été invité. Qu'il a été moins que vous, disons. Mais en tous les cas, il cette prenait moins, activité, il non, mais ce prenait que je moins veux la dire, lumière médiatique pour que répondre vous. à votre question, c'est moi, j'ai pas fait des allers-retours comme ça. Voilà. Simplement, je vais vous dire quelque chose, je me sens plus à l'aise qu'en effet, on puisse retenir plusieurs noms à NPA, Christine Poupin, Philippe Poutou, Olivier Besancenot et d'autres. Ça veut dire qu'on est simplement un peu plus, je dirais, en correspondance de ce qu'on était vraiment, c'est-à-dire pas le parti d'un seul, mais un collectif justement qui dit ou qui cherche à dire aux politiciens, écoutez, nous on va vous tenir tête avec nos arguments. Le résultat quand même prête à interrogation. Lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous faites 4%, 1 400 000 voix. Lorsque c'est Philippe Poutou, c'est 400 000, sauf erreur de ma part. Et quand vous êtes après, vous arrivez en tête de liste aux élections européennes. Et là, les chiffres sont à nouveau très durs pour vous. Est-ce Donc que ce qui prouve bien que ça dépend pas des individus. Non, ce que je veux dire, c'est que non, c'est un très bon exemple. Ce que je veux dire, c'est est-ce on est vraiment d'accord à 100%, je vais me permettre de le dire. Vous avez raison de le dire. C'est-à-dire que c'est une question d'espace politique. Est-ce que votre aventure n'est pas en train d'échouer? Est-ce que votre aventure politique n'est pas en train d'échouer? Non. Et c'est un peu le cadeau que nous a fait Hollande. On a vécu des moments difficiles au NPA, on s'en est jamais caché d'ailleurs. Ça aussi, ça fait partie de notre charme. On va dire ça comme ça. Et puis, face aux mauvais coups portés par une certaine gauche, il y en a qui se retournent
vers peut-être ce qui est de plus à gauche, de plus indépendant du Parti socialiste et qui pense que le NPA c'est un bon outil, pas simplement comme outil seul, mais aussi pour chercher à fédérer d'autres forces anticapitalistes qui ne sont pas forcément au NPA, et puis pour chercher aussi des espaces d'émancipation, parce que quand on n'est pas politicien professionnel et qu'on cherche à tenir à des plus forts que nous, et ben faut trouver pas mal, ou en tous les cas, faut chercher pas mal d'arguments pour tenir tête à des gens qui ne sont pas d'accord. Et vous avez remarqué quand même qu'il y en a quelques-uns dans le pays. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre, il faut fouiller les chiffres. Et tout ça, c'est aussi une forme d'affranchissement par rapport à la société de domination dans laquelle on est et d'aliénation. Et en même temps, en politique, tout est presque, enfin, tout presque est affaire d'ego. Il faut de l'ego, il faut en avoir beaucoup. Alors, vous avez déclaré dans Le Point, le 27 juin 2013, à propos d'un autre révolutionnaire médiatique, Jean-Luc Mélenchon, je vous cite, « Mélenchon ne veut pas discuter, l'idée ne vient pas de lui. Jean-Luc, son problème, c'est lui-même. » Clairement, Jean-Luc Mélenchon, il a peut-être trop d'ego, mais vous, Olivier Besancenot, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous en avez assez? D'ego? D'ego, absolument. Ah, c'est pas un gros mot, l'ego. Oh non, mais attendez, non, je veux pas vous faire peur. Chacun doit avoir sa part d'ego. Je dois avoir la mienne. C'est pas mon premier problème avec quand il y en a politique avec Jean-Luc Mélenchon. On a des désaccords politiques, on a essayé des points d'accord. On est très fiers de pouvoir organiser la manifestation du 15 ensemble. Maintenant, je l'ai expliqué au moment de la dernière élection présidentielle, moi je me sentais pas représenté politiquement par Jean-Luc Mélenchon, mais par Philippe Poutou, pour des raisons que j'étais en train, entre autres, d'évoquer là, mais aussi pour des raisons de programme. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez me faire dire autre chose, que je peux comprendre et que j'assume, je n'ai pas la dalle du pouvoir. C'est-à-dire que quand j'ai refusé d'être candidat pour la 3e fois, j'ai simplement eu l'impression de dire ce que j'avais dit que j'allais faire en plus, parce qu'à chaque fois j'ai dit je ne serai pas l'éternel candidat d'extrême gauche aux élections. En général, quand les gens, quand les politiques disent ça, on ne les croit pas. Voilà, j'ai remarqué, mais ça pendant des mois, vous savez, je l'ai remarqué. Le problème, c'est qu'après, les mêmes qui vous ont pas cru vous disent, vous font plein de théories. La réalité, c'est qu'à un moment donné, nous, on est là simplement pour véhiculer un combat, et à ceux qui ont pu se poser des questions, maintenant je pense qu'ils sont revenus, moi je suis toujours là, j'ai pas la dalle de pouvoir, j'ai la dalle de me battre. Et moi, j'ai 40 ans aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose, je suis encore plus révolté qu'au début de mon militantisme. J'ai commencé à militer, j'avais 14 ans, sur des questions de racisme. Quand je vois la société actuelle, j'ai encore plus d'engouement à me dire que cette société, il faut la changer, et à dire qu'il manque une bonne vieille révolution dans ce pays. Voyez. Donc, mais leur dire qu'en même temps, nous, c'est pas la soif de pouvoir, parce que vous avez une classe politique et vous la recevez souvent. Là, c'est pas de votre faute, c'est vrai, mais vous pouvez même mettre le Front National dedans. Donc une envie, c'est de dire, moi je ferais mieux que les autres. Mais nous, on pense qu'on en aimait plus simplement un changement de personnel politique. Le FN, quand ils arrivent dans une mairie, ils font souvent comme les autres, ils augmentent un peu leurs revenus. Marine Le Pen, j'ai vu qu'elle était même prête à cohabiter avec François Hollande dans une interview dans le Figaro. C'est-à-dire quand même que visiblement, ça les chatouille. L'idée du pouvoir, ça leur donne des vertiges. C'était une phrase de la grande révolutionnaire Louise Michel, la communarde, qui disait « Le pouvoir donnera des vertiges tant que le pouvoir ne sera pas partagé par tous ». Et ça, en effet, j'y crois. Mais vous croyez que quand on n'a pas le vertige du pouvoir, on peut avoir suffisamment de force et de volonté pour en conquérir et pour monter sur la dernière marche du podium républicain? De plein d'autres manières. Hein. Vous faites comment? Comment dire, le combat révolutionnaire colporte en lui une bonne dose de romantisme qui donne du vertige au bon sens du terme. Mais qui est pas, on peut s'enivrer de 10 000 manières. On peut s'enivrer de voir, par exemple, et ça, ouais, je le pense. Vous savez, militer, des fois, c'est des grands râteaux. Mais quand vous voyez quelqu'un qui, à un moment donné, se révèle, parce qu'il n'y a pas l'espèce des militants puis le restant de la population de l'autre, potentiellement, on pense qu'on est tous des militants. Et quand on voit dans une grève, moi j'y ai assisté, y compris dans mon propre bureau, quelqu'un qui, en général, dit jamais rien, et puis sort de ses gonds et dit au patron, voilà, maintenant j'ai des arguments à vous opposer, et je me dis, c'est jouissif. Parce que ça veut dire que là, ici et maintenant, sans attendre la révolution qu'il faudra par ailleurs faire, on peut se considérer nous-mêmes. Je pense que le pire adversaire aujourd'hui de la classe ouvrière et du monde du travail et de la jeunesse, des retraités dans ce pays, c'est même pas les plus grandes multinationales, c'est la peur de nous-mêmes. Merci Olivier. Merci Anna Cabana. On se retrouve dans un instant avec Laurent Neumann pour l'After RMC. À tout de suite. Retour sur le plateau de BFM Politique et c'est déjà notre dernière séquence en compagnie d'Olivier Besancenot, l'After RMC. C'est avec vous, Laurent Neumann, éditorialiste politique à RMC et BFM TV. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Oui, alors bonsoir Olivier Besancenot. Je vous ai écouté attentivement, mais je dois avouer que j'ai adoré un moment, une petite passe d'armes entre vous et Thierry Arnaud sur une question concernant la violence dans les manifestations après la mort de Rémi Fraisse. Je vous propose qu'on écoute ce passage. Il y a des manifestants qui utilisent la violence. Voilà, nous, au NPA, c'est pas notre forme d'action. Et vous les condamnez? Mais simplement, oui, non, mais moi, je suis quelqu'un de concret. Moi, je condamne les morts. Tout le monde condamne les morts. Oui, mais je mets pas à pied d'égalité. Pardon. Quand il y a la mort d'un jeune homme... C'est pas la question que je pose. Tout le monde est d'accord pour dire que la mort d'un jeune homme est... Ça vous a rien rappelé? Moi, ça m'a rappelé quelque chose. J'avais l'impression d'entendre Georges Marchais.
C'est vrai. C'était votre question? Ah bah oui, mais moi c'était ma réponse. Et vous avez fait exactement la même réponse. Je vais vous poser la question très simplement, et Thierry a essayé de vous la poser tout à l'heure. Pourquoi est-ce si difficile à la fois de déplorer la mort d'un jeune manifestant sur le barrage de Sivens et en même temps de déplorer, de dénoncer la violence d'autres manifestants, des casseurs, dans ces manifestations? Pourquoi n'arrivez-vous pas à le dire tout simplement? Mais je l'ai dit là, même dans le passage que vous avez dit. Non, Il y a c'était des pas méthodes. aussi clair que ça. Il y a des méthodes. J'aimerais bien d'ailleurs que vous Mais le parce qu'il faut juste redisiez. respecter les points de vue, même quand on n'est pas d'accord avec. Je vous dis et je vous répète que ce ne sont pas des modalités qu'on approuve, ce ne sont pas les nôtres, mais pardon de vous le redire, je ne veux pas hurler avec les loups et mettre à pied d'égalité comme ça a été fait les jours d'après, et les uns et les autres, la mort d'un jeune homme et des modalités qui d'ailleurs mériterait d'être éclairci, y compris sur la manifestation. C'est très simple non, mais de je vais vous dire, dire pourquoi. moi, je vais rentrer dans le détail. Je dénonce les casseurs dans les manifestations. Et puis ça sera repris en Mais disant... dites-le. Voilà. Non, Non. dites-le, pardon, Non, excusez-moi. vous n'arrivez pas à le dire. Excusez-moi, je dis ce que j'ai envie de dire, et Absolument. ce que je pense. Et la question de la vie humaine, elle est importante. Donc par exemple, quand nous, on a des divergences de pratiques militantes, avec ce qu'on a appelé plus ou moins le Black Bloc, dans des pays où on a des militants, où il y a eu des mouvements de masse, la question, elle s'est posée concrètement. Et là, en effet, on les a dénoncés. Parce qu'il y a eu par exemple des cocktails Molotov qui ont été envoyés sur une banque et là il y a eu mort. Et ça a été un terrible frein à la mobilisation de masse. Mais vous voyez, à un moment donné, qu'on ne peut pas mettre à pied d'égalité des choses dans des moments précis. Donc je maintiens ma position politique. Et j'en suis fier, figurez-vous. Donc ça n'était pas un hasard si Thierry Arnaud n'a pas eu la réponse qu'il souhaitait. Il y a eu un deuxième passage intéressant à propos de l'affaire Jouillet-Fillon. Et Thierry Arnaud vous a demandé si Jean-Pierre Jouillet devait ou non démissionner. Ouais. Je vous propose de réécouter votre réponse. L'avenir personnel de M. Jouillet m'intéresse à peu près autant que l'avenir de Nabila en ce moment, parce que ça fait aussi la une de l'actualité. Ouais, bon. C'est intéressant comme réponse. Mais moi, je me souviens, c'était pas vieux, c'était il y a quelques jours, une semaine, avant même d'avoir les résultats des 2 enquêtes administratives sur l'affaire du barrage de Sivens et, encore pire, de l'enquête judiciaire, vous n'avez pas hésité à demander la démission du ministre, sans savoir d'ailleurs quelle était sa responsabilité. J'allais y venir, bah si, parce que sa responsabilité, elle était politique. Et puisque vous m'avez dit que vous aviez écouté attentivement. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà. Bah, vous avez noté que j'avais mis en cause la responsabilité du traitement politique, et de M. Cazeneuve en particulier. Parce que les propos et les déclarations, et le simple fait, parce qu'au moment où ça se passait, pendant les fameuses 48 heures, bien sûr que moi, comme les autres, j'étais pas dans le secret des dieux pour savoir exactement ce qu'était l'enquête médico-légale qui est arrivée 2 heures après. On l'a su plus tard, notamment par les travaux de Mediapart. Par contre, le fait qu'on se faisait balader avec des propos politiques inadmissibles qui n'ont jamais été condamnés, y compris par l'exécutif, ou même, parce que si vous me chatouillez un peu plus à réclamer des démissions, vous savez, ça peut aller vite, hein, au Parti Socialiste, le responsable du Tarn, qui a dit mourir pour ses idées, c'est bête. Mais Rémi Fraisse, il n'est pas mort pour ses idées. Il a été tué dans une manifestation parce qu'il s'opposait à un projet de barrage avec une mobilisation locale. Donc selon vous, Bernard Cazeneuve devait démissionner plus par son silence de 48 heures que par l'enchaînement des faits ou de sa responsabilité hiérarchique. L'entièreté, c'est pas que de la communication. Quand je parle de traitement politique, je l'ai réexpliqué tout à l'heure, on a en droit d'attendre la chaîne des responsabilités. Et dans la chaîne des responsabilités, je commence par en haut. Vous savez, à une manifestation du mouvement intermondialiste à Gênes, en 2001, il y a un jeune, Carlo Giuliani, qui est mort, dans des circonstances qui n'ont rien à voir. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le papa de Carlo Giuliani, le soir à la télévision, et vous savez, quand vous êtes papa et vous perdez votre enfant, il faut avoir du cran. Il est arrivé aux écrans et il a dit, voilà, il y a 2 victimes ce soir. Il y a mon fils et le jeune carabinier qui a tiré parce qu'il n'avait rien à faire ici. Et le seul responsable à l'époque, c'était Berlusconi. C'est digne, c'est fort, mais ça en dit long sur le degré de responsabilité politique. Ouais, donc sur Cazeneuve, je comprends qu'il y ait des lycéens qui continuent à manifester pour réclamer leur démission. Alors je vous aurais bien posé d'autres questions, mais hélas, le temps nous manque. Exactement, merci Laurent. Merci beaucoup Olivier Besancenot d'avoir été l'invité de BFM Politique ce soir. Toujours la force des convictions qu'on a pu constater une nouvelle fois. On se retrouve à 19 h dans un petit instant avec Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. À tout de suite.